Bon, bonjour Eric. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et je trouve que cette conférence s'emboîte, c'est ce qu'on va vous présenter ensemble avec Arnaud, s'emboîte assez bien avec avec la précédente parce que il était question de conserver, archiver ou supprimer. Ok, c'est un problème, c'est des compétences, mais on va vous parler aussi de retrouver parce que c'est pas si simple et ça c'est un vrai problème. Et je vais vous parler d'expérience parce qu'il y a une scène qui se répète chaque jour dans les rédactions, dans la mienne, peut-être chez vous aussi. C'est que, et là je parle d'expérience, c'est que j'ai écrit mon article, voilà, super, j'ai vérifié les chiffres, j'ai les bonnes citations, j'ai mes sources, j'ai tout ce qu'il faut, j'ajuste, j'ai trouvé le super titre, je suis prêt à publier. Je vous rappelle qu'Archimag, c'est un magazine qui a 40 ans en version papier et le site internet doit avoir une vingtaine d'années environ. Et puis une fois que j'ai écrit mon article, je suis prêt à le publier. Et puis il y a une étape qui me paraissait au départ anodine, mais qui en réalité finalement aujourd'hui me prend énormément de temps, voire plus de temps que d'écrire l'article lui-même, c'est de trouver le bon visuel. Trouver le visuel qui parle, le visuel qui va avec l'article. Et alors dans la presse IT, c'est encore plus compliqué parce que quand je parle de cybersécurité, si je recherche dans la base et dans le DAM qu'on a, je tombe sur un cadenas, généralement bleu. Voilà, j'ai toujours le même, décliné en 25 versions. Si je parle du cloud, j'ai quoi? J'ai un nuage, toujours la même chose. Et maintenant, depuis qu'on parle d'IA, j'ai soit un robot qui parle à un humain, soit une tête avec des neurones ou des circuits imprimés. Bref, j'ai pas le visuel, j'ai pas le bon visuel adéquat, j'ai rien du tout. Donc j'ai des milliers de médias. Alors, j'en ai pas 80 millions. Tout à l'heure, vous parliez de 80 millions. Il n'y en a pas 80 millions, mais il y en a un paquet. Je les retrouve pas. Et au moment de publier, il y a finalement cette question qui revient à chaque fois. C'est est-ce qu'il n'y a rien dans notre photothèque qui raconte mieux l'histoire ou en tout cas ce que je suis en train d'écrire? Est-ce qu'il n'y a rien qui nous appartienne vraiment? Est-ce que je suis obligé d'utiliser toutes ces images génériques qui peuvent être interchangeables? Alors, des fois, je vais à la facilité. Allez hop, je mets un cadenas. Et donc, il y a Angeline on travaille ensemble, qui me dit « Oh, t'as encore mis un cadenas ?» Bah oui, je lui mets un cadenas. Et alors, on a une autre solution aujourd'hui, c'est qu'on peut générer le visuel avec l'IA. Sauf que c'est une image sur mesure, rapide, qui est souvent sympa, ça colle à peu près. Sauf que, finalement, ça sonne pas assez juste, en tout cas. Et puis on s'est aperçu d'une chose, c'est que vous savez que tous nos articles sont aussi relayés sur les réseaux sociaux, on fait pas mal de choses sur LinkedIn, etc. Et on s'est aperçu que les médias générés par l'IA engageaient moins l'audience. Il y a moins d'interactions, il y a moins de lectures, il y a moins de vues. Voilà. Dès qu'on a un visuel qui colle bien, c'est vraiment plus efficace, c'est vraiment mieux. Alors c'est la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi donc dans vos entreprises, dans mon entreprise, on possède des milliers ou des millions de médias et pourquoi c'est toujours aussi difficile de les retrouver et de retrouver celui qui raconte vraiment quelque chose et pourquoi finalement on passe plus de temps à chercher qu'à produire. Voilà le problème. Donc ce qui manque finalement dans tout ça, c'est la capacité à naviguer dans tous ces médias, à comprendre toutes les nuances qui se posent, à relier un média à une époque, à un sujet. Archimag a fêté ses 40 ans. On a recherché, on a eu du mal à trouver des bons visuels. On en a trouvé, mais c'était pas efficace. On est face, et vous êtes certainement face aussi à un patrimoine immense, mais incomplet, fragmenté, à des visuels qu'on utilise tout le temps, à d'autres qu'on n'utilise jamais. Et donc tout ça, ça reste des médias qui sont là, silencieux, alors qui mériteraient peut-être mis en archive ou supprimés, peut-être, mais qui mériteraient certainement d'être ressuscités grâce à l'IA. Et c'est ce que Arnaud Deinden va vous présenter. Mais je te laisse te présenter, Arnaud, bonjour à tous. Donc, Arnaud Bourg, effectivement, dirigeant de l'entreprise Ifotodam. Donc, nous sommes un éditeur historique du DAM, plus de 20 ans. Et donc, nous sommes français, à capitaux français. Et donc, nous avons travaillé depuis 4 ans sur cette problématique de l'indexation, d'assister l'indexation. Donc, comme tu l'as dit, toutes les entités, qu'elles soient publiques ou les marques, souhaitent produire de plus en plus de médias. On n'a jamais produit autant de médias. Et donc, les iconographes, les documentalistes doivent indexer au fil de l'eau. Elles doivent donc comment indexer le lot qui vient d'arriver, qui doit être disponible pour demain à la diffusion.
Donc quand vous avez 100, 200 photos, vous indexez par lot, vous mettez principalement quelques mots-clés et vous pouvez vous faire assister, on va dire, de l'IA aujourd'hui sur l'auto-tacking, mais c'est pas suffisant. Parce que à un moment donné, il y a une volonté de conserver tout ce patrimoine visuel. Alors, dans iPhoto, effectivement, on a accès à l'onglet aux archives, stockage à froid, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. On peut étendre la recherche aux archives, pour faire le lien donc, avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est à un moment donné comment rechercher sur l'ensemble de l'indexation. Quand vous avez un fonds qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a eu plusieurs générations d'iconographes, plusieurs styles, et donc comment rechercher un terme qui est utilisé il y a 20 ans. Tu parlais de l'exemple d'une conférence une conférence de presse, oui. On n'utilise pas le même terme 20 ans plus tard. Donc se pose la question de comment bien indexer. Et toutes les marques, donc les producteurs de médias produisent de plus en plus de médias. Les iconographes courent un petit peu après ce flux de médias et ils veulent en même temps conserver, donc d'où les archives. Ils veulent conserver les événements, ils veulent conserver tout le patrimoine visuel de leur marque. C'est donner du temps long à tout ça. Donc c'est important, tout ce qui s'est passé sur 30 ans, 40 ans. Je prendrai l'exemple, parmi nos clients, on a la RATP, qui existe depuis 1948. Vous imaginez, depuis 1948, toute la génération d'iconographes qui se sont succédés, avec des styles différents. On n'indexe pas de la même manière dans les années 80, 90 ou 2025. Comment toutes ces générations, tous les événements que la RATP a connus depuis 1948, et la RATP veut évidemment conserver tout ça. C'est un patrimoine, presque patrimoine national maintenant. Et donc, il y a cette problématique. Et donc, quand une indexation, soit par la manière de s'exprimer, soit par... là, on parle de la recherche, ou même dans l'indexation avec tous les flux médias qui augmentent, comment, à un moment donné, conserver tout ça? Et comment faire en sorte que ça ne disparaisse pas, que ça ne devient pas invisible. Comment les retrouver? Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, ce que je ne retrouve pas, finalement, ça n'existe plus. Pourtant, c'est là, c'est toujours là, mais je ne le retrouve jamais, c'est invisible, ça n'existe pas. Et donc l'IA, de mon point de vue, arrive vraiment à point nommé, à la fois pour aider l'indexation et à la fois pour aider à la recherche. Ne plus rechercher par des mots-clés, puisque vous n'utilisez pas forcément les bons mots-clés, que la personne qui a indexé, que la manière de s'exprimer il y a 20 ans, 30 ans. Et donc à la fois, il faut jouer sur la recherche et jouer sur l'indexation. Et donc c'est vraiment, on a des clients qui ont plus d'1 million de médias. Donc 1 million de médias, ça paraît... On a entendu plus tout à l'heure, ça peut paraître qu'un chiffre, 1 million. Mais croyez-moi, c'est beaucoup de médias. Et donc, en réalité, si on ne veut pas que ce soit toujours les mêmes qui recherchent avec ceux qu'on utilise avec nos bons mots-clés, si on veut vraiment pouvoir exploiter, et je reprends l'exemple de la RATP, elle souhaite exploiter réellement toute son histoire, il faut pouvoir faire ressortir l'ensemble des médias. Donc, oui, parce que là, on parle de patrimoine, on parle vraiment de vocation patrimoniale. Alors, notre premier paradoxe, c'est ça, c'est l'abondance de médias. Comment on fait? Effectivement, le vocabulaire n'était pas le même il y a 20 ans. Et effectivement, je vous confirme qu'il y a 20 ans, une conférence de presse était une conférence de presse. Aujourd'hui, c'est événement média ou event média, ou ça dépend. Mais ce n'est plus conférence de presse. Et ça, c'est important. Et donc, le problème qui se pose, le second... Exactement. Comment une jeune documentaliste, une jeune iconographe peut retrouver les médias en réalité qui ont été indexés par un senior, par une ancienne génération d'iconographes? C'est les problèmes d'indexation et aussi le turnover dans les entreprises, le fait qu'on utilise... évidemment, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, des gens qui partent en retraite, de nouveaux styles, de nouveaux mots, etc. Et ça génère une invisibilisation où il y a une partie des médias qui deviennent complètement muets. Donc c'est ça, et c'est ce que tu observes. Tout à fait. Donc là, maintenant, on sait, donc il y a l'IA, certainement à travers, vous avez l'occasion de l'utiliser. Donc si je prends une indexation sans contexte, donc c'est tout ce dont quoi on va parler, j'ai 3 photos là sous les yeux, et l'IA va vous dire, il y a une femme, mode, shooting, portrait. Donc voilà, mais là, le problème, c'est que ça ne donne pas de sens. Donc toute la difficulté, c'est en réalité donner du sens et avoir une véritable indexation. L'IA, effectivement, peut indexer, ça, il n'y a pas de souci. Mais elle doit connaître d'abord le vocabulaire de l'organisation. Elle doit apprendre de l'indexation existante. C'est tout ce que nous, on a appris sur ces 4 dernières années. C'est que, en fait, ça ne fonctionne pas. Si on n'utilise que de l'IA, ça n'indexe... Enfin, voilà. C'est comme un enfant qui regarderait une image et qui décrirait, je vois une dame, je vois un ciel, un champ. Tu es en train de dire que l'IA décrit, mais sans comprendre. Exactement.
En tout cas, par défaut. Alors, depuis 4 ans, on a travaillé donc, sur cette approche-là. Donc, nous avons cofondé un laboratoire, un LabCom, un laboratoire de recherche avec l'Université de Poitiers, le CNRS et l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et donc, nous avons travaillé depuis 4 ans. Nous avons passé toutes les étapes. On va pouvoir les décrire. Donc, voilà, ça fait 4 ans. Donc, l'équipe d'Amia Lab, donc notre laboratoire de recherche, il est composé de doctorants et d'ingénieurs d'études. Et depuis 1 an et demi, on est passé à la phase suivante. Donc, c'est un cycle de 4 ans, les doctorats. Et donc, on a constitué une équipe interne, donc constituée de docteurs, pour le coup, et d'ingénieurs IA. Et donc, elle constitue maintenant pratiquement 30% de l'équipe. Et donc, on a mis le paquet parce on s'est aperçu en 4 ans, on a compris toute la problématique et on va en venir, c'est la synthétisation du savoir et la conservation du savoir sur le temps long. Et on s'est aperçu que l'IA avait vraiment un rôle à jouer si on savait réellement, on maîtrisait l'IA. Et surtout pas utiliser une IA externe avec des API. Donc ça, c'est très important. Donc tout le travail qui a été fait, tous nos travaux sont complètement intégrés à notre logiciel. Donc toutes les IA, on ne fait pas appel, on n'envoie pas des images, des miniatures sur l'extérieur. Donc tout reste, et tout est hébergé en France, bien entendu. Et donc on travaille tout, et nous avons notre propre infrastructure IA. Et donc ce qu'on s'est aperçu, on a été, comme je l'ai expliqué, étape par étape. La première étape, c'est qu'on a travaillé sur les IA, ce qu'on a appelé les IA de service, donc les IA de vision, de traitement. Donc d'abord la similarité, puis la détection de doublons, la reconnaissance faciale, bon, ça c'était il y a longtemps, puis les sous-titres, voilà, la traduction. On a travaillé sur toutes ces IA progressivement, donc les IA de service. Donc tout ça a été complètement intégré. Et puis ensuite, on est passé une fois la détection d'objets, évidemment. Donc tout ça, c'était très important. En fait, les IA de service permettent d'extraire de l'information automatiquement et que l'IA comprenne. Donc, une fois qu'on a travaillé sur toutes ces IA de service, tout ce qui pouvait être extrait a été extrait. On est passé au LLM. Donc là, on s'est approprié les modèles larges, les fameux. Nous, on a beaucoup travaillé avec le Mistral. Et donc, le modèle large de Mistral nous a appris quelque chose. Lui, il savait écrire, il savait générer du texte et il pouvait parler toutes les langues. Donc la grande force des modèles larges, c'est d'être capable de parler toutes les langues. Il peut très bien vous faire une fiche descriptive en français, en anglais, en arabe, en mandarin. Toutes les langues. Et là, ou en tout cas la majorité des langues. Donc là, on a appris à autre chose. Par contre, on a tout de suite découvert la limite des modèles larges, et je parle bien de modèles larges qu'on héberge par nous-mêmes. La limite des modèles larges, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas votre marque. Ils ne connaissent pas votre marque en détail, ils ne connaissent pas votre vocabulaire métier, ils ne connaissent pas votre langage documentaire, ils ne connaissent pas l'indexation existante. Et donc là, on s'est dit, il y a une limite. Et donc, comment travailler, comment enrichir cette possibilité? On a d'un côté la capacité d'écrire, et de l'autre côté, on a tout un fond existant. Et il faudrait donc, voilà. Et donc, on a eu l'idée, on a travaillé sur ce qu'on appelle donc les modèles experts, donc des petits modèles qu'on génère nous-mêmes. Donc, c'est des modèles experts, autant de modèles experts qu'il y a de clients. Les modèles experts, j'en reviendrai tout à l'heure, mais appartiennent à nos clients, en réalité, puisque c'est tout leur savoir qui a été synthétisé. Et donc, en fait, on travaille sur le modèle est généré, donc on reprend toute la base existante, tous les mots-clés, tout le langage documentaire. Il en extrait, alors bien sûr, comme on avait travaillé sur les IA de service, sur la vision, on est capable de relier la vision avec l'indexation existante. Et ça au fil des années. Et donc, on est capable de synthétiser, et donc on crée des petits modèles, et on s'est aperçu, donc ça c'est le hasard heureux, qu'en fait, on crée des modèles patrimoniaux, un modèle patrimonial par client. Et donc, et c'est là que toute la magie opère, c'est quand on rattache le modèle patrimonial avec le modèle large. Et là, ça fonctionne. Là, l'IA comprend ce qu'elle voit, elle peut détailler, et donc elle va dire, donc, reviens au slide précédent. Ah, pardon. Là, elle va dire, tout à fait, là, c'est une marque créée en 2011. Là, c'est une marque, Le Bureau. Elle sait, elle voit les robes qu'elle voit, elle comprend. Et donc là, on se dit, c'est la magie qui opère. Si d'un côté, on pouvait écrire dans toutes les langues, et d'un autre côté, savoir l'existant, on peut obtenir quelque chose. Et donc, justement, pour vous montrer comment ça marche et ce que ça permet, l'idée, donc ça, c'est le champ descriptif d'un visuel. Tout à fait. Alors, on va vous proposer en fait un jeu de rôle. On va vous proposer 3 photos d'un vrai client. On vous met, et on a volontairement mis pas une photo de marque, quelque chose où on aurait un produit facilement que on pourrait reconnaître. On a pris 3 photos issues effectivement d'un fonds média, un client qui est partenaire et qui travaille avec nous sur la recherche. Donc il y a celle-ci. Tout à fait. Alors on revient sur la première. Donc on vous propose un jeu de rôle. Je vous propose moi de voir cette photo et d'essayer de la remplir par vous-même, de la décrire par vous-même.
Donc, je vous mets dans un jeu de rôle, vous êtes un ou une jeune chargé de communication dans une communauté de communes et vous devez indexer cette photo. Donc, je vous laisse visualiser la photo. Bien sûr, la fiche descriptive, c'est votre responsable, c'est le responsable de service tout ça, ça a été validé. Donc, c'est pas vous qui le décidez. Et donc là, vous avez les différents champs. Donc, personne présent, humaine, oui, non. Donc, vous devez remplir la fiche. Vous devez éventuellement, est-ce qu'il y a une action, est-ce qu'il y a un titre, est-ce qu'il y a une légende, est-ce qu'il y a, l'auteur, le crédit, le lieu et le type de prise de vue. Donc, voilà, faites le travail par vous-même. Vous ne connaissez pas cette photo et vous essayez de la décrire par vous-même. On va passer sur le deuxième exemple. Donc là, je vais un peu vous aider. Donc là, je peux voir sur cette photo, je vois une rivière. Elle semble un peu à sec. Ça semble plutôt l'hiver. Je me doute que je suis dans un petit village. Et donc, il y a des maisons, un village vraiment français. Je peux voir le clocher, l'église au fond. Voilà, on va passer. Donc là, vous pouvez vous remplir et décrire complètement cette photo. Là, pareil, vous voyez un parc, vous imaginez plutôt des familles. On voit donc un emplacement pour les vélos, pour ranger les vélos. On imagine qu'on est peut-être toujours dans le même... Comme vous êtes vous iconographe de la communauté de communes, vous savez que vous êtes dans votre communauté de communes. Donc deux choses, soit que vous connaissez très bien votre communauté de communes, et vous pouvez indexer, soit vous connaissez le photographe, mais si vous devez en plus, si vous ne connaissez pas le lieu, vous décrivez simplement visuellement ce que vous voyez. Bon, vous avez tout en tête? C'est bon, tout en tête, donc 3 photos, pas plus, on vous demande. Vous décrivez les photos. Ok. Donc maintenant, on va passer à l'indexation. Donc là, c'est réel. C'est l'indexation qui a été générée par l'IA, mais sans connaître le contexte. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a le modèle large, celle qui est capable d'écrire dans toutes les langues, et aux côtés, nous générons un petit modèle expert patrimonial aux côtés de votre modèle large, et avec un modèle par client. Donc là, on voit que l'IA a pu sélectionner dans la liste, donc elle a choisi non, puisqu'il n'y a pas de présence humaine. Elle a fait une brève présentation s'il y avait une action, elle dit qu'il n'y a pas d'action, elle a fait un texte. Donc là, vue aérienne, je ne vois pas très bien d'où je suis. Vue aérienne d'un complexe sportif avec des terrains de football. Cette image est une vue aérienne d'un complexe sportif comprenant plusieurs terrains de football, des bâtiments avec des panneaux solaires sur les toits, des zones de pelouse et d'autres environnants. Le complexe semble être situé dans une zone résidentielle avec des maisons et des espaces verts. C'est propre. Et donc, ça fonctionne intégré à iPhoto. Et donc, pas du tout d'API, quoi que ce soit. C'est souverain et c'est souverain et puis c'est économe en énergie, bien plus économe que de faire des requêtes extérieures. Et donc, la dite de prise de vue, on voit qu'elle ne s'est pas trop trompée. Elle a choisi dans la prise de vue. Donc, elle a complètement rempli la fiche de description. Exact. On passe à deuxième exemple. Donc là, je te laisse... si tu peux voir la deuxième, pas de présence humaine non plus, il n'y a pas d'action visible. C'est une vue aérienne d'un village situé en bordure d'une rivière. Le village comprend plusieurs maisons avec des toits rouges, une église, un clocher, ce que tu as dit, et des arbres dénudés. La rivière au premier plan semble être à sec ou presque à sec. C'est une vue aérienne, une vue d'ensemble. Donc c'est exactement ce que ferait un enfant s'il devait décrire la photo, sans comprendre véritablement ce qu'il voit. Ou ce que je pourrais faire aussi... On voit que quand même l'IA a choisi les bons mots-clés, elle ne se trompe pas, c'est propre, hein, franchement, c'est très propre. Oui, ou ce que je pourrais, ça peut être aussi ce que vous auriez fait, ou ce que j'aurais fait dans mon DAM pour décrire vite fait la photo que je veux mettre dans mon article, hein, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai envie de le produire. Exactement. On va passer, donc là pareil, on va passer plus rapidement. Donc là c'est le même principe, l'IA s'en sort très très bien, et elle choisit les bons mots-clés, elle choisit dans les listes, elle fait un résumé. Elle est capable, et ça, elle s'est complètement adaptée, donc elle comprend les labels de chaque champ, et elle comprend ce qu'elle doit faire sur chaque action. Donc déjà, ça a été un gros travail pour nous, elle remplit la fiche descriptive, quelle que soit la fiche descriptive du client, elle choisira les bons mots-clés sur le thésaurus, langage documentaire, et elle va automatiquement remplir les champs en bonne adéquation. Donc elle comprend qu'elle doit rédiger un petit texte, elle doit choisir dans la liste. Mais il nous manque quelque chose, c'est qu'en réalité, elle décrit visuellement ce qu'elle voit. Elle ne comprend pas ce qu'elle doit... Enfin, elle ne connaît pas, en fait. Donc le modèle large, je l'ai expliqué, lit très bien. Il est capable de décrire. Donc tout ce qui est les IA de service, la similarité, enfin tout ça, ça fonctionne bien, mais on doit aller plus loin. Et ce que ça donne, ça donne quelque chose de beaucoup plus précis, en tout cas. Voilà. Et donc là, on vous présente, donc c'est une première, en avant-première pour une dame, c'est véritablement la capacité, là, elle découvre ce qu'elle voit. Et là, donc là, c'est l'indexation, mais à côté, le petit modèle matrimonial qui a été généré pour ce client-là. Et donc, le petit modèle a appris de tout le langage documentaire et de toute la base. Et donc,
il y a des photos qu'elle a déjà vues ailleurs. Elle a déjà vu à une autre époque, et donc elle est capable de reconnaître. Et donc une vue aérienne du complexe sportif de la communauté de communes de Vie et Boulogne, donc ça on ne l'a pas rédigé, elle l'a vu elle-même, financée par Vendée Énergie. Le complexe comprend 3 ombrières solaires produisant annuellement 500 000 kW d'énergie. Donc là, ah oui, c'est plus du tout la même indexation. Et donc là, elle a appris et elle a extrait l'information, on comprend. Et donc, cette indexation, ça peut venir aussi bien de d'autres photos qui étaient venues il y a 2-3 ans auparavant, mais ça peut être également un lot qui a été, il y a une semaine, qui a été déposé, et elle a appris des dernières photos. Dès que vous commencez à déposer, elle s'enrichit au quotidien. Et alors, encore plus parlant, puisque là, on était sur une indexation qui n'était pas loin d'être à côté de la plaque. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait, ça change tout d'avoir le modèle patrimonial. Donc la vue aérienne du parc du Moulin à Élise, à Le Poiré-sur-Vie, on observe un cours d'eau en vidange avec, je vois pas très bien, avec des travaux de curage. Donc là, on comprend pourquoi maintenant la rivière est vide. Parce qu'il y a des travaux de curage et d'aménagement en cours. Des bâtiments et des arbres sont visibles autour du parc. Donc on voit que les deux, l'alchimie fonctionne, que l'IA est quand même un peu créatif. Donc les arbres sont visibles autour du parc, donc ça c'est créatif. Mais par contre, elle a tenu compte du contexte. Elle a compris de quoi il s'agissait, pourquoi la rivière était vide. Alors bien entendu, on vous a donné un exemple parlant, frappant. Mais imaginons maintenant qu'elle se soit trompée, parce que là, c'est l'été. Elle a cru que c'était des travaux, mais que ce n'est pas les travaux, simplement c'est la rivière, elle est à sec parce que c'est l'été. Et bien à ce moment-là, vous allez corriger, et bien sûr la boucle est bouclée. Donc on va en parler tout à l'heure, mais l'iconographe reste au centre. Mais l'IA aide, et l'IA a besoin de l'iconographe pour apprendre au quotidien et s'enrichir. 3e exemple, quand même, avant de parler d'impact sur le métier. Sur le métier, tout à fait. Donc là, on reprend le même exemple, je te laisse le lire. Le parc, là, on passe vraiment le parc du Moulin à Élise, un espace vert municipal qui propose une aire de jeu, des consignes de stationnement pour vélo. Situé, voilà, il y a le lieu, c'est plus précis. Ce parc offre un cadre agréable pour les familles et les amateurs de plein air. Donc, vous voyez, donc on voit l'IA qui est créative. Hein, elle crée donc elle crée son texte, mais elle précise, elle utilise. Et dans certains cas, ça permet de préciser la description, c'est le cas ici. Mais dans d'autres cas, ça change complètement le point de vue de la photo. On ne voit plus la même photo grâce à l'IA qui a appris de tout le fond existant. Donc, conclusion ou moralité de tout ça, parce que l'IA, c'est bien, mais ça fait peur à beaucoup de gens quant à l'impact sur leur métier, leur fonction. Moi, le premier, l'IA pourrait très bien me remplacer, écrire des tas de choses à ma place, voire mettre des visuels sans que j'ai besoin d'intervenir. Enfin, pas pour l'instant, mais ce serait le cas. Pour ceux qui gèrent un DAM, qui font de la communication, qui gèrent des tas de médias, qui indexent, l'impact, c'est quoi ? L'impact, c'est ce qu'on a appris, parce que donc, ça fait 4 ans, on a travaillé donc, avec des clients tests, qui sont donc partenaires du projet, et on s'est aperçu en réalité que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les iconographes, les documentalistes, l'humain reste au cœur. Parce que, imaginons on disait l'IA, elle va se débrouiller toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'IA apprend que de la donnée synthétique. Et alors, en réalité, elle va commencer, quand une IA qui apprend d'elle-même sur de la donnée synthétique, on sait ce que ça donne, elle commence à dériver, puis à halluciner. Donc le terme halluciner, c'est pas moi qui l'utilise, c'est les termes des scientifiques. Elle commence à halluciner et elle comprend plus rien à la fin. Et en réalité, l'IA a besoin de l'humain. L'IA a besoin de faire un apprentissage continu. Elle a besoin d'avoir des nouveaux assets. Elle a besoin d'être corrigée. Sauf que c'est plus du tout la même manière de fonctionner. Quand vous avez 100 photos qui arrivent, vous n'avez pas besoin de stresser. L'IA va vous générer des indexations. Et en fait, vous allez vous intéresser uniquement aux détails. Vous allez devenir, et on s'est aperçu avec les clients, ils deviennent plus pointilleux. En fait, ils corrigent, ils prennent presque un petit malin plaisir à mettre quelques informations complémentaires. Mais en devenant pointilleux, là où en fait on indexait par lot avant, hein. On faisait une sélection, on mettait 3-4 mots-clés, enfin on allait vite. Là, on devient pointilleux parce qu'on a gagné beaucoup de temps. Et en devenant pointilleux, le soir même, bien sûr, l'IA, elle apprend. Et donc, elle va apprendre. Et donc, la boucle est bouclée. En réalité, l'iconographe reste toujours au centre. Si l'IA est toute seule, ça va dériver, c'est certain. Et au contraire, avec les iconographes, mais ça repense complètement le métier. Et c'est vraiment les iconographes se sentent assistés. Et
en tout cas, nous, c'est les retours qu'on a, c'est actuellement, mais comment on aurait fait avant? Enfin, c'était l'enfer avant. En fait, ça change le métier, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, voilà, les iconographes, elles restent au centre. Et ce qu'on appelle, par exemple, un autre point sur lequel on travaille là, pour l'année 2026, ce qu'on appelle l'apprentissage actif. Donc, l'apprentissage actif, c'est simplement l'IA qui analyse et qui a la capacité de séparer ce qu'elle sait dans son modèle patrimonial de la base telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est capable, elle est capable de faire la différence et elle se demande là où elle n'est pas sûre d'elle, où il y a des trous dans sa cartographie. Et donc, ce qu'on appelle l'apprentissage actif, c'est l'IA, via une petite interface dédiée, qui vient proposer des photos où elle doute. Elle se dit, là, est-ce que l'indexation est bien bonne? Ou au contraire, est-ce que tu pourrais indexer pour moi? Parce que là, je ne suis pas sûr de moi du tout, j'y crois. Voilà. Et donc, l'IA, bien sûr, l'apprentissage actif, et donc, automatiquement, elle va enrichir son modèle patrimonial qui va venir. Et donc, si vous donnez, vous, du temps à l'IA va s'enrichir, et au contraire, l'IA va s'enrichir, et au contraire, l'IA va vous faire gagner énormément de temps. Et puis moi, ce que je vois surtout, c'est que le patrimoine et toutes ces visuels, tous ces médias qui dormaient, redevient vivant. Parce que moi, j'aurais été capable de supprimer ça du DAM, hein, les vélos là, et le panneau, aucun intérêt. Finalement, ça en aura peut-être un jour pour la commune, pour la communication, les espaces verts. Voilà. Et pour conclure, on s'est aperçu aussi, c'est que avec ces modèles patrimoniaux, c'est que même sur une base qui a 40 ans, 50 ans, c'est comment extraire, la manière d'indexer, alors là c'est sur quoi on va travailler dans les années à venir, c'est qu'avec plusieurs iconographes sur des années 80, 90, 2025, 2035, la manière d'écrire, les vocabulaires changent. Et donc comment une IA peut synthétiser le savoir en tenant compte des espaces-temps, et pour quand vous êtes à la recherche, elle va tenir compte de la manière d'écrire votre requête, voire de dialoguer, c'est un prompt, et évidemment de ressortir les résultats, même sur une indexation en fait qui aurait été différente parce qu'elle aurait été faite il y a un certain nombre d'années. Exact. Écoutez, on va vous laisser réfléchir là-dessus. Et sur une autre question que j'ai envie de vous poser, je vois que certains d'entre vous prennent des photos, filment. Qu'est-ce que vont devenir tous ces médias dans quelques années? Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez les indexer? Comment vous allez les réutiliser? Arnaud, tu es intarissable. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment où peut-être il nous reste 30 secondes. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Alors sachez que de toute façon, vous pouvez retrouver aussi le stand iPhoto du côté des Gold, en sortant de la cuisine sur la droite, démos, questions et toutes les équipes avec Béranger, Arnaud, Marine sont là pour vous répondre. Un grand merci aussi à Archimag, à Eric. Mais avec plaisir. Angeline, voilà, qui est aussi le partenaire d'Ondam, partenaire Activo, et toujours très heureux de vous accueillir. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Il y a une question? Oui. Oui, merci. Bonjour, très rapidement, merci pour votre exposé, très éclairant. Question, vous disiez que c'est le fruit d'un travail d'une équipe de recherche. Est-ce déjà un produit? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça travaille sur des langues étrangères ou uniquement en français pour le moment? Alors, la première question, oui, c'est un produit. Donc, iPhotodam existe depuis plus de 20 ans et c'est intégré. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intégration. La partie, celle qui a été présentée donc avec le fameux modèle patrimonial, c'est plutôt premier trimestre de 2026. Mais en réalité, le temps de mettre un projet en place, ça va aller très très vite. Les premiers clients vont en bénéficier. Il y a 2 temps, il y a des clients qui sont partenaires, qui vont pouvoir en bénéficier, eux, très rapidement. C'est un petit peu le rançon de l'échange, puisqu'ils ont mis leurs données ils ont donné du temps. Et ensuite, ça va être déployé dans le premier semestre 2026 à l'ensemble du parc client. Donc oui, c'est en production. Est-ce que ça travaille en multilangue? Alors, nous savons que ça fonctionne en multilangue. Nous avons testé, même au sein de l'équipe, on a des personnes qui parlent espagnol et arabe. On a pu tester sur d'autres langues. Maintenant, sur l'ensemble du panel client, ils étaient tous francophones. Donc, on a surtout travaillé sur le résultat. Mais j'ai envie de dire, dans l'année 2026, c'est la suite logique. Une fois qu'on va le déployer sur 300 clients, forcément, il y en a qui vont nous demander, qui vont être en multilangue. Oui, bonjour. J'aimerais juste savoir si les modèles patrimoniaux sont construits à partir de données multimodales. Par exemple, là, on voyait que l'intelligence artificielle était capable de donner le nombre de kilowattheures produits par les panneaux solaires. Donc, est-ce qu'elle a pris l'information de photos antérieures qui étaient renseignées par l'humain ou dans des documents annexes, dans des transcriptions de conférences ou des choses? Voilà. Est-ce qu'elle est Tout à fait. Alors, tous les modèles sont multimodales. C'est-à-dire tous les modèles, les 2 modèles qui cohabitent et qui fonctionnent ensemble, ils sont multimodales. C'est-à-dire qu'ils savent à la fois lire l'image
et faire leur travail d'écriture. Mais ils ne font pas la même chose. Et en fait, c'est l'un qui aide l'autre. Le premier modèle, lui, il va analyser l'image et il a la connaissance de toute la base. Et lui, par contre, il n'est pas capable d'écrire, de faire une description, de remplir la fiche descriptive. Par contre, il connaît tous les mots-clés qui sont associés. Alors, c'est de la recherche par vision. À la fois, il a enregistrer la vision de l'ensemble des images et il connaît bien sûr toutes les indexations qui ont été associées. Il a synthétisé toutes les indexations rattachées aux images. Donc lui, il va simplement donner les bons mots-clés, il va donner l'information. Et ensuite, le deuxième modèle, ils travaillent ensemble et le deuxième modèle, lui, à partir de ça, il va contextualiser complètement la fiche descriptive. Et donc lui est capable de lire aussi, de décrire. Donc c'est pas un moment là où il était créatif, il disait agréable pour les familles, etc. Luxuriant. Donc lui, il vient compléter l'information, mais ils travaillent vraiment en binôme, tous les deux travaillent en binôme pour fournir une indexation enrichie et pertinente. Mais les deux sont multimodales, effectivement. Merci à vous. Je passe un peu parce merci à tous. Merci. Merci en tout cas, un très grand merci à vous deux.